BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Au programme, Uber Eats s'incruste dans les pubs des autres sur TF1. Pour comprendre comment on fait pour hacker la pub des autres, on accueillera le responsable de ce hacking, Georges Mohamed Cherif, président et directeur de la création chez Buzzman. Dans l'actualité cette semaine, après l'échec de la fusion avec TF1, les candidats au rachat d'M6 sont sur les rangs. Julien Casquier nous en dira plus dans son journal. Et puis on s'intéressera au retail média qui va peser plus de 100 milliards de dollars en 2022. Nicolas Rieul, vice-président Europe de l'Ouest chez Criteo, sera en plateau avec nous pour parler de la nouvelle plateforme de Criteo, Commerce Max. Voilà le programme, allons-y. Hebdocom sur BFM Business. Ça arrive de s'incruster dans les pubs des autres. Pour ceux qui ont raté le prime de TF1 dimanche dernier, vers 20h55, pendant 3 minutes, des notifications Uber Eats sont apparus dans les spots pubs d'Oasis, d'Orangina ou encore de Burger King, Free ou Célio. Uber Eats s'est littéralement incrusté, a pris possession des pubs. Pour en parler en plateau avec nous, Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et Julien Casquier, journaliste BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Rebecca. Et puis nous accueillons le responsable de ce hacking, Georges Mohamed Cherif. Vous êtes président et directeur de la création chez Buzzman. Bonjour et merci d'être avec nous. Avant tout, je voudrais qu'on commence par regarder cette fameuse incruste sur la pub de Burger King. Encore meilleur que nos meilleurs burgers. Découvrez le Master Poulet 100% filet et son emmental français. Burger King. Encore un coup de com' à la Buzzman, j'ai envie de dire. Comment on fait pour s'incruster dans les pubs des autres? Comment on monte un tel coup, Georges Mohamed Cherif? Bien écoutez, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on croit en fait. C'est vrai? Ouais, c'est marrant parce que j'ai eu un peu ces échos-là. Les gens pensaient que ça avait été une usine à gaz. Alors ça a pris du temps, ça a pris quasiment 6 mois entre la conception et le fait de passer ce dimanche. Mais en réalité, à partir du moment où on a eu la première marque qui a été d'accord, alors c'était un peu facilité parce que c'était Burger King qui est un autre de nos clients. C'est comme quand tu fais une pub et tu dis qu'il y a Zidane, les autres veulent la faire. Donc on a dit qu'il y avait Burger King qui voulait le faire et en fait ça a été assez simple. Donc tous vos clients ont accepté assez simplement. Une partie de nos clients, et il y a Extrême pour qui on est plus ou moins en train de commencer à bosser, mais Carte Noire, pardon, c'est pas de nos clients. On a aussi Oasis, c'est pas un de nos clients. Alors comment on fait? Vous négociez, donc vous négociez auprès de qui? Ouais, on a envoyé, alors on se connaît un peu dans la pub, donc on a envoyé à certains de nos contacts en leur disant voilà, Oasis par exemple, moi j'ai appelé Nessim, je lui ai dit voilà, on a ce truc là, est-ce que tu serais ok pour participer? Et puis ça s'est fait assez facilement. Ça coûte des sous? C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est Uber Eats qui paye? Alors justement, pareil, la deuxième question que les gens ont en tête, c'est que ça coûte super cher. En fait, pas du tout. Ça a coûté, alors je vais vous donner des chiffres qui sont assez hallucinants, ça a coûté 150 000 euros à Uber Eats de faire ça. Donc de s'incruster, là pour l'incruste. Juste pour l'incruste. L'écran, en fait, parce qu'en fait, les autres annonceurs, il y a là une règle qui s'appelle la règle du double annonceur. Ils ont aussi payé une partie. Donc en fait, une partie du média était payée par les autres annonceurs. Mais au final, pour tous ces annonceurs, c'est du gagnant x3 parce que on a l'impression que c'est une pub qui a duré 3 minutes 50, ce qui est le cas. Mais au final, ça n'a pas coûté tant que ça. Donc, je pense que c'est un coût médiatique dont on n'a pas senti que ça allait faire autant de bruit. Ça vibrait. C'était pendant la diffusion de Captain Marvel, qui a réuni plus de 3,12 millions de téléspectateurs, soit 16,4% de part d'audience. Est-ce qu'à ce moment-là, ou dans l'heure qui a suivi, il y a eu une hausse des commandes sur Uber Eats ou alors une hausse des téléchargements de l'application? Est-ce que vous avez vu un vrai... Ouais, il y a eu carrément x2. C'est-à-dire qu'en gros, je crois qu'il y a eu 15 000 téléchargements. En gros, là, Uber Eats, donc ce matin, m'ont donné les chiffres et c'est x2. Par rapport du dimanche à dimanche dernier, sachant que le dimanche, en plus, c'est une journée où il y a beaucoup, c'est une des journées les plus efficaces. C'est ce que vous attendiez, moins ou plus?
Bah là c'est carrément beaucoup plus que ce qu'on a imaginé parce que x2 c'est quand même c'est beaucoup hein, c'est sur un et surtout après il y a le bruit qu'il y a eu autour de la marque. Il y a eu une recherche du mot Uber Eats sur Google qui a été x4. Enfin bref, on a eu des résultats qui sont assez hallucinants. Frédéric ? À la fois c'est un coup jamais fait sous cette forme-là en France. Ouais. Mais le hacking de pub, ça s'est fait, quoi. Il y a Tide notamment. Alors Tide l'a fait il y a 2-3 ans. Nous, on l'a fait pour Zaoza. Et vous, ouais, exactement. Il y a 13 ans. Et c'est ce que j'allais dire. Par contre, Et ouais. c'est le fait de s'incruster via un élément qui est dans ton produit, qui est donc cette notif, qui est franchement une idée brillante des créatifs, parce qu'en fait, c'est hyper simple. Ça a aussi demandé aucune production. C'est-à-dire ça n'a pas coûté d'argent à produire, en fait. C'est juste une surimp. Donc, c'est une idée assez brillante. Mais ce truc de mettre une partie de ton produit dans une autre pub, ça, je crois que je l'avais jamais vu. Ouais, mais le coup, ça marche à tous les coups. Il y a l'effet de surprise, on peut le faire qu'une fois par décennie, quoi. Ah ben derrière, ouais, c'est compliqué. Et puis je pense que de trouver un truc aussi précis que la notification, sachant que, on va pas se mentir, le bruit du vibreur, on a fait un peu exprès de le faire un peu plus fort. Pourquoi embêter. Je vais vous dire, le problème qu'on a aujourd'hui dans la pub, vous aimez pas la pub, j'aime pas la pub. Si, non mais on va pas se mentir, la pub c'est chiant en fait. Donc aujourd'hui, non mais c'est vrai. Pourquoi c'est chiant ? Parce que la majorité des pubs sont pas bonnes. Et nous, notre boulot, c'est de rendre les publicités divertissantes. Et c'est pour ça qu'on est, entre guillemets, une agence créative dans ce sens, parce qu'on arrive à faire des choses intéressantes dans la pub, alors que globalement, c'est un spectacle assez ennuyeux. Le problème, juste pour finir 2 secondes, c'est qu'on a un problème le sujet, c'est plus l'exposition. C'est-à-dire se dire, tiens, on va mettre de l'argent aux 20h TF1 dimanche. C'est l'attention. C'est comment les gens, ils vous écoutent vraiment. Pas juste que vous passiez, c'est qu'ils s'arrêtent. Et là, je pense qu'on a trouvé un bon... Donc vous avez pris le parti sur le vibreur, en fait. Ouais. Est-ce que ça n'a pas dérangé TF1 à accepter sans problème ? Ils ont accepté parce que pour eux aussi, c'est une pub assez incroyable de la puissance de leurs médias. Et après, oui, il y a des gens sur Twitter, il y a des gens qui ont créé au génie, qui se sont fait qui ont eu l'impression d'être hackés. Ça te fait hacker leur télé. Il y a eu des tweets qui sont... Ouais, on a vu ça, justement, c'est rigolo. Je sais pas si on peut mettre les tweets à l'image et on les a pour les gens en télé. En radio, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça a fait un petit buzz, hein, comme on dit. Ouais. Et alors, il y a de tout. Hein. Il y a des gens qui ont encensé et des gens qui ont totalement critiqué. Comment je l'explique ? Comment vous l'expliquez ? Alors, il y a 2 explications. La première chose, c'est que une pub, forcément, il y a des gens qui aiment la pub, il y a des gens qui l'aiment pas. 1. 2, on va pas se mentir, Uber Eats, à la base, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'ils nous ont commandé tout notre travail depuis 2-3 ans, c'est une marque qui est un peu mal aimée, à la base. Marque américaine, les sujets avec les livreurs, etc., etc. Et je pense que tout le travail qu'on a fait ces dernières années avec eux, plus tout le travail que eux ils ont fait à l'interne, notamment justement avec la gestion de leurs livreurs, le fait que ça soit clean et tout ça, et aussi, on va pas se mentir, le Covid a rendu Uber Eats en une marque qui est aimée des Français, parce que ça a quand même sauvé ce qui s'est passé en fait. Du coup, aujourd'hui, il y a les gens qui aiment pas la pub, les gens qui aiment la pub, les gens qui aiment Uber Eats, les gens qui l'aiment pas. Et effectivement, il y a des gens qui ont dit, ce truc-là, ça m'emmerde, ça vient perturber mon truc. Comme des gens qui disent, arrêtez avec les pubs de lessive, etc. Mais ce côté clivant, est-ce que Uber Eats était finalement content ou pas de cette retombée sur les réseaux sociaux ? Vous connaissez la phrase sur l'indifférence. Il n'y a rien de pire qu'un truc qui laisse indifférent. Là, clairement, pour eux, c'est... Il n'y a pas de bad buzz, en fait. Ah si, ça existe. Mais là, globalement, quand vous regardez le bruit qu'il y a eu autour, il y a eu globalement un truc. Et puis après, c'est les chiffres que je vous ai donnés. Quand les gens téléchargent 2 fois plus, c'était le but initial, et qu'il y a plus de ventes, et que le bruit autour de la marque a été beaucoup plus positif que d'habitude, ça veut dire que le résultat est bon. Quelles ont été les répercussions économiques ? Comment on capitalise sur un tel buzz ? Est-ce que vous comptez le refaire, par exemple ? Honnêtement, c'est toujours difficile de prévoir un truc où il n'y a pas de recette. Cette campagne-là, c'est pas un brief. On n'a pas dit aux créatifs, faites-nous un truc. C'est des créatifs, c'est proactif. Oui, totalement. C'est les créatifs qui sont venus nous voir en disant, on voudrait faire ça. Au début, on s'est dit, comme vous, ça allait être une usine à gaz, que ça allait coûter des millions. Et en fait,
quand on est rentré un peu dans le détail, pas vraiment. Rapidement, dernière question, parce que vraiment ça m'intéresse. Un mot sur l'arrivée de la pub sur Netflix. Est-ce que c'est un nouveau terrain de jeu? Ça n'a rien à voir, on passe du coq à l'âne. Non, c'est très intéressant, au contraire. Un nouveau terrain de jeu pour vous? Est-ce que c'est réellement différent en termes de créa qu'un spot pour YouTube, par exemple? Alors, c'est plus qu'une bonne question, parce que on a carrément déjà des sujets là-dessus. Et clairement, ça va nous ouvrir un nouveau terrain de jeu avec des formats peut-être qui vont être différents de ce qu'on voit et peut-être pas que des notifications. Une petite idée en exclu pour Hebdocom Je peux pas faire ça. C'est comme si je vous avais prévenu des notifications il y a une semaine, ça n'aurait pas marché. Donc vous allez me surprendre. Toujours, on essaye. Merci beaucoup Georges Mohamed Chérif. Je le rappelle, vous êtes président et directeur de la création chez Buzzman. Et puis on vous félicite puisque vous avez remporté pour la 2e année consécutive le Grand Prix stratégie de la publicité avec la campagne Camailleux à la ville. L'année dernière, vous l'aviez remporté pour Burger King. Exactement. Bravo et merci à vous. Jamais 203. C'est noté. On passe à votre journal, Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Après l'échec de la fusion avec TF1, les candidats au rachat d'M6 sont sur les rangs. Et oui, Xavier Niel, Patrick Drahi, propriétaire de BFM Business, Vincent Bolloré, tous les grands milliardaires sont intéressés par M6. Ils avaient jusqu'à vendredi pour présenter leur offre au propriétaire de M6, Bertelsmann. Selon les informations de nos confrères du Point, celui qui tiendrait l'accord serait Stéphane Courby, le patron du leader de la production audiovisuelle Banijé. Il pourrait s'allier à Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, qui a acquis il y a quelques semaines la Provence, et à Marc Ladré de la Charrière. L'offre de Stéphane Courby aurait l'avantage de créer des synergies et développer une offre verticale. Et selon nos informations, M6 pourrait valoir près de 2,5 milliards d'euros. S'il veut vendre, Bertelsmann doit en tout cas aller très vite. Et oui, avant le 5 mai 2023, date de renouvellement de la fréquence. Après cette date, et selon les règles de l'Arcom, M6 ne pourra plus être vendu pendant 5 ans. La fenêtre de tir est donc très serrée pour vendre M6, selon Philippe Bailly, expert média et président de NPA Conseil. Entre aujourd'hui et le 5 mai, et pour essayer de bien comprendre, il faut que le CSA ait terminé une consultation publique qui est en cours, qui dure jusqu'au 10 octobre, qu'il ait réalisé une étude d'impact, ça devrait être terminé vers la fin d'année, et c'est des étapes administratives indispensables, puis qu'il lance son appel à candidature, qu'il l'instruise, qu'il prenne sa décision, qu'il négocie la convention. Et pour aller plus vite et éviter les règles de concurrence, M6 pourrait préférer un acteur qui ne dispose pas de fréquences audiovisuelles. Conséquence aussi de cet échec de la fusion TF1-M6, on l'a appris ce vendredi, Rodolphe Belmer va prendre la tête de TF1. Il deviendra directeur général du groupe à partir du 27 octobre prochain, puis PDG de l'entreprise le 13 février 2023. Gilles Pélisson, l'actuel PDG, restera président non exécutif pendant cet intervalle. On le rappelle, Rodolphe Belmer, c'est l'ancien patron de Canal+ et de Telsat. La plateforme Discord se déploie en France sa première campagne de communication hors États-Unis. Ce réseau social américain utilisé par les 13-24 ans a posé ses affiches publicitaires depuis quelques jours dans les transports en commun à Paris, Bordeaux, Lille, Marseille et Nantes. Discord, c'est une application qui permet de communiquer par chat, note vocale ou vidéo. Elle a d'abord été utilisée par les gamers et puis elle s'est élargie à d'autres communautés comme le sport ou la musique. La France, pour Discord, constitue un marché important puisqu'elle revendique 7,6 millions de Français qui utilisent l'application chaque mois. Et l'entreprise est valorisée 14,7 milliards de dollars. L'influenceuse Lena Situation va animer un podcast en exclu pour Spotify. Et ça va s'appeler Canapé 6 places. L'influenceuse, suivie par 4 millions de personnes sur Instagram, 2,5 sur YouTube, va animer une série d'entretiens de 30 à 45 minutes par épisode, signer des exclusivités avec des célébrités, devenue une marque de fabrique pour Spotify qui cherche depuis plusieurs années à s'imposer dans le podcast. Merci beaucoup Julien, c'est parti pour l'invité média. BFM Business, Hebdocom, l'invité média.
Et on poursuit avec une news Criteo cette semaine. Criteo qui annonce l'unification de son activité retail média et de programmatique en une seule solution intitulée Commerce Max. Nicolas Riol, bonjour, vous êtes vice-président Europe de l'Ouest chez Criteo. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, l'unification de son activité de retail média et de programmatique? Alors le retail média, c'est la tête de gondole qui se digitalise. L'e-commerce est évidemment en plein boom ces dernières années. La majorité des achats se fait toujours dans le monde réel et en magasin, mais énormément d'achats sont influencés par le digital. C'est ce qu'on appelle l'omnicanal, et les gens regardent les produits quand ils vont au magasin, quand ils sont en magasin. Il y a aussi le drive évidemment. Donc les usages digitaux qui explosent ont poussé la publicité au sein des univers e-commerce. C'est ce que propose Criteo avec son offre Retail Media, qui propose d'afficher des publicités au sein des sites e-commerce. On travaille en France 60% du top e-commerce qui va travailler avec nous. Dans le monde, par exemple aux États-Unis, 50% du top 25 e-commerce dans le monde qui travaille avec nous sur cette solution, par exemple. On est la techno qui permet aux retailers de devenir un média et d'avoir une nouvelle ligne de revenus qui est la publicité en ligne. Et donc notre annonce Commerce Max, c'est finalement le mariage de cette publicité-là, ces inventaires qui ont énormément de valeur puisqu'ils sont très très proches de l'acte d'achat, avec la force de Criteo qui est acheter sur l'internet ouvert, sur les médias, faire de la publicité pertinente. Et donc on va pouvoir activer cette donnée qui a énormément de valeur, qui est la donnée shopper, transactionnelle, ce qu'on achète finalement, ce que les utilisateurs achètent, pour monétiser aussi les données des distributeurs et des retailers en dehors, pas seulement sur leur site, mais aussi à l'extérieur en achetant sur les médias. Et donc ça profite également à l'internet ouvert. Alors ce lancement, il tombe au bon moment parce qu'on a également appris cette semaine que le retail média pèsera plus de 100 milliards de dollars cette année selon WPP. C'est un record historique, un bond de 15% par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'était indispensable d'être présent sur le segment? Qu'attendez-vous de ce lancement? C'est une vision qu'on a eue il y a plusieurs années. C'est le fruit d'un changement de stratégie, d'une diversification de Criteo qui a été entamée il y a plusieurs années maintenant, des acquisitions depuis 2015, 2016. Donc voilà, ça n'arrive pas comme ça évidemment du jour au lendemain pour prendre une position de leader sur ce secteur. C'est effectivement la troisième vague de la publicité en ligne. On a connu la vague du search, évidemment, avec l'acteur que vous avez bien en tête, le social, et vous avez aussi un autre acteur en tête, même s'il y a évidemment d'autres acteurs, effectivement, Challenger aussi également. Et cette troisième vague, elle pèse déjà, vous l'avez dit, 100 milliards. C'est 20% des investissements digitaux aux États-Unis, 8% en France. Donc vous voyez la marge de progression et de croissance. Mais en période, en plus d'inflation, c'est très important pour les retailers. Pourquoi? Parce que vous avez deux choix. Ou vous augmentez vos prix pour garder votre profitabilité et votre marge, ou vous essayez d'avoir des nouvelles sources de revenus également pour garder une compétitivité prix, évidemment face aux géants du e-commerce mondiaux. C'est ça, comment on fait justement pour être le concurrent d'Amazon et de tous les grands géants américains? C'est quoi votre positionnement par rapport à eux sur ça? Et c'est ce qu'on offre justement, c'est la possibilité de concurrencer Amazon, qui effectivement au sein de son seul écosystème. Tout le monde pense à la taille d'Amazon, mais ce qu'il faut comprendre, si vous regardez le marché français du e-commerce par exemple, vous avez évidemment d'autres acteurs et selon les marchés, Amazon va faire 15-25% de part de marché dans le monde, et les marchés sont un peu plus hauts, mais ça veut dire qu'il y a une énorme long tail. Le top 100 e-commerce mondial, évidemment, est fait d'énormes acteurs. Donc on leur donne les armes. Comment on se différencie? On leur donne les armes pour finalement qu'une marque puisse acheter sur les deux et avoir une diversification. C'est se différencier par évidemment une techno, des algorithmes, une facilité d'achat. La force de Commerce Max et de notre offre, c'est sur cette plateforme qui peut être utilisée par les marques, mais aussi par les agences médias évidemment qui opèrent et qui conseillent leurs clients. Eh bien, vous avez accès à 150 partenaires sur une seule plateforme. Donc vous avez accès à un nombre de consommateurs, évidemment, qui est sans commune mesure avec l'acteur que vous avez pu citer. Okay. Que l'on comprenne bien, Commerce Max, le but, c'est d'amplifier ce que les annonceurs peuvent réaliser avec les retailers en augmentant leur audience, en cherchant des relais de croissance?
C'est à la fois d'avoir côté marque, côté et agence qui vont utiliser Commerce Max au quotidien. C'est effectivement une plateforme unifiée. Là, on rentre un peu dans la partie technique, mais qu'est-ce que c'est le quotidien d'un annonceur aujourd'hui, une agence? C'est plein d'acteurs. Évidemment, je cherche à les comparer, à savoir effectivement celui qui fonctionne le mieux. J'ai une stratégie, c'est-à-dire que je sais que j'ai une certaine part de marché sur une enseigne, mais c'est sous-représenté par rapport à la part de marché de l'enseigne au niveau national. Donc je vais peut-être surinvestir sur cet acteur. Et tout ça, en fait, on va à la fois faire de la publicité, par exemple, de notoriété de marque. J'utilise des données en dehors, sur les grands médias, avec de la vidéo par exemple, mais aussi sur du bas de funnel, vraiment au moment avant d'ajouter au panier, où on va me faire une proposition. Et tout ça, je compare tous les acteurs avec les mêmes KPI de mesure, et je peux même aller jusqu'à la vente. C'est ça qui est finalement offert. Alors, vous le disiez d'ailleurs, les consommateurs que nous sommes, on est sur Internet pour se renseigner, on va éventuellement en magasin où on fait le contraire parce qu'on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, etc. Donc la grande question, c'est aussi de recoller, comme on dit, les deux, c'est-à-dire le ticket de caisse et la navigation. Vous avez, vous, une solution pour ça? Criteo, donc acteur du commerce média, aujourd'hui a vraiment diversifié son offre. Notre offre, elle est online et on s'est fait connaître pour ça avec les e-commerçants, mais en réalité, elle est aussi omnicanal depuis maintenant plusieurs années. Ça veut dire qu'on va pouvoir, grâce aux cartes de fidélité et avec le consentement de l'utilisateur, faire le lien justement. Il y a des enseignes, il y a 80%, 90% des personnes qui passent en caisse qui utilisent leur carte de fidélité. Et là, on arrive à faire le lien. Et donc, entre une publicité vidéo qui va être en téléadressée aujourd'hui et demain, mais aussi évidemment sur tous les grands médias, je vais pouvoir faire la loupe et évidemment savoir s'il y a eu des ventes en ligne, mais aussi des ventes en magasin, et c'est comme ça qu'on réunit les deux univers. Mais est-ce que vous allez proposer un cabinet d'écoute? Parce que par moment, vraiment, je ne vois pas comment on me propose les pubs. Je parle d'un sujet et dans la foulée, on me propose le produit. C'est hyper étonnant. Alors, il y a différents acteurs. Ça me fait penser, effectivement, il y a un peu cette rumeur. Beaucoup de gens se disent, et c'est souvent sur des acteurs du social, j'ai dit quelque chose, j'ai l'impression de l'avoir retrouvé. Bon, nous, c'est pas du tout notre sujet. On sait d'où viennent les données. C'est quand les utilisateurs nous donnent leur consentement pour avoir de la publicité personnalisée auprès de nos clients et auprès des médias. C'est-à-dire que concrètement, quand vous êtes sur le site d'un e-commerçant, au moment où vous acceptez, ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de publicité personnalisée en dehors de ce média. C'est ça votre avantage finalement. Les données, absolument. C'est le ciblage. Le ciblage et l'analyse et l'algorithme qui va avec le ciblage, évidemment. Parce que le but, c'est effectivement que la publicité soit intelligente et qu'elle plaise à l'utilisateur. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est si je suis un commerçant moyen, on va dire, voilà, je sais pas, j'ai besoin de faire de la publicité, combien ça coûte cette offre-là? Si je veux mettre de la publicité sur mon site internet, combien ça coûte si je veux voir Criteo? Alors c'est aussi l'avantage du digital. L'offre Commerce Max, elle est vraiment aujourd'hui, surtout qu'on vient le lancer, réservée aux clients enterprise. On parle des grands comptes et des grandes marques. Aujourd'hui, en tout cas, on le lance comme ça. On verra demain si évidemment ensuite c'est réservé à tous. Mais l'avantage, aujourd'hui, vous voulez faire une campagne avec Criteo, tout est possible. L'avantage du digital, finalement, c'est que c'est en fonction du budget. On sait que, par exemple, qu'en télé, il y a 2000 annonceurs. C'est très, très peu. Sur le digital, Criteo, on a 22 000 clients dans le monde entier. Ouais. C'est l'avantage. On s'adapte, évidemment, au budget. Après, la question, c'est l'impact et le retour sur investissement qu'on souhaite avoir. Dernière question, Nicolas Riel. Vous venez d'être élu à la tête de l'IAB, donc qui représente la publicité digitale, le secteur de la pub digitale en Europe. Vous êtes déjà à la tête de l'Alliance digitale en France. C'est quoi les 2-3 grands chantiers réglementaires que le secteur doit suivre là pour les prochains mois? Bon, j'étais là pour Criteo aujourd'hui. On est obligé de vous poser la question. Effectivement, c'était il y a 2 jours. Donc, les grands chantiers au niveau européen pour la publicité digitale, on va dire vraiment, la question là, c'est réglementaire. Ouais. On est toujours dans l'application du RGPD. C'est dingue, ça fait quand même quelques années maintenant. Mais il y a un vrai sujet d'interprétation et d'harmonisation au niveau européen. Le but, c'était d'avoir la même règle au niveau européen, mais on se rend compte que selon les
CNIL, ou ce qu'on appelle les data protection au niveau européen, eh ben, on n'a pas les mêmes règles en fonction de ce qu'on doit faire avec les cookies ou pas. Et donc, on veut harmoniser ça parce que c'est pas pratique, évidemment, pour faire du business. Et la deuxième, c'est il y a eu un grand chantier qui est DSA, qui a été voté et qui sera mis en application cette année. Donc, c'est comment on le met en application au niveau européen et de façon technique pour lutter notamment contre la désinformation, par exemple. Merci beaucoup, Nicolas Rieul. Vous êtes vice-président Europe de l'Ouest chez Criteo. Merci d'avoir été avec nous. On passe à la chronique média. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Frédéric, vous allez nous parler de générosité cette semaine. Oui, parce qu'effectivement, Rebecca, cette semaine, c'était un peu la semaine de la bonté. On a appris mardi que Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque, allait prêter pas moins de 15 millions d'euros à Libération pour lui permettre, en quelque sorte, de finir ses fins de mois, alors que le Libé, finalement, se porte pas si mal d'ailleurs, puisqu'ils vendent 93 000 exemplaires chaque jour. C'est une progression de plus de 11%, ce qui est quand même assez spectaculaire. Ils ont même réduit leur perte d'exploitation à 7 millions, 8 millions contre 12 l'année dernière. Mais c'est pas suffisant pour combler le déficit, d'où la nécessité de se tourner vers des gens qui leur permettent de survivre. C'est un peu malheureusement l'état de la presse française est comme ça. Même quand ça va bien, eh ben les comptes sont pas absolument géniaux, quoi. En plus, Daniel Kretinsky n'en est pas à son premier sauvetage. Ben non, il est. Alors Daniel Kretinsky, c'est quelqu'un qui a fait sa fortune dans les mines de charbon et les centrales à charbon pour vendre de l'électricité en attendant la transition écologique. Donc ça lui rapporte beaucoup d'argent et une grande partie de cet argent, il investit dans les médias en Europe et en France surtout. Il possède notamment le groupe de presse CMI qui édite Elle, Marianne, Télé 7 jours et d'autres. Il est également actionnaire du groupe Le Monde. Mais ce qu'il faut noter quand même dans le cas de Libération, c'est que c'est un prêt. Donc ça ne lui donne aucun pouvoir sur la marge du journal. Mais il n'est pas le seul milliardaire à aider la presse. Non, il y en a d'autres, on les connaît. Il y en a notamment un qui est bien connu, lui aussi, c'est Xavier Niel, le créateur de Free, qui vient lui aussi, cette semaine, d'annoncer qu'il finançait un nouveau magazine économique qui s'appelle L'Informé, qui est un magazine en ligne qui veut donner des scoops. On verra s'ils y arrivent, on leur souhaite, qui est créé par un ancien journaliste de Capital, Gilles Tanguy. Là encore, Niel, qui est actionnaire également du Monde, aux côtés de Kretinsky, garantit l'indépendance du futur média parce qu'il fait cet investissement en passant par un fonds indépendant qui lui sert déjà pour le journal Le Monde. Donc ce qui est intéressant dans ces mouvements, c'est qu'au fond, ces deux hommes dépensent beaucoup d'argent pour aider la presse, apparemment sans autre idée que aider la démocratie et la liberté de la presse, qui est plutôt une bonne nouvelle par les temps qui courent. Merci beaucoup Frédéric. Merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit sur BFM Business. Très bon week-end. Hebdocom sur BFM Business.